Et si on s'intéressait ce dimanche au discours prononcé par le chef de l'État, le président de la République a invité ses jeunes compatriotes à non seulement aimer leur pays, mais aussi le travail de la terre. Le président de la République prescrit aussi à la génération Android de s'arrimer aux infrastructures technologiques de l'heure. Le président de la République a également fait des annonces plus ou moins fortes au cours de cette adresse à la nation jeune. Le président de la République évoque un plan triennal de plus de 102 milliards de francs CFA qui devrait rentrer donc dans les tout prochains mois. Comment tout ceci est à comprendre? La presse estime, notamment le journal Le Messager s'interroge d'ailleurs sur les ressources, donc de l'État alors que l'on parle de ce plan triennal de 102 milliards de francs CFA. La presse qui évoque également les insuffisances, mais surtout le fait que Paul Biya n'a pas répondu aux attentes de ses jeunes compatriotes. Cette édition de Droit de réponse va donc revenir sur ce discours prononcé par le chef de l'État. Nous allons aussi nous intéresser une fois encore à ce qui est d'ores et déjà annoncé dans la presse comme l'élection présidentielle anticipée. D'ailleurs, le journal La Météo de cette semaine fait savoir que la session qui s'annonce à l'Assemblée nationale au mois de mars prochain pourrait déboucher sur ce projet de loi. Madame, Monsieur, bonjour. Merci d'être avec nous pour cette édition de Droit de réponse. Droit de réponse, je le rappelle, est ce programme qui se propose de disséquer l'actualité telle que vue par la presse afin de susciter le débat ici, comme tous les dimanches d'ailleurs, des journalistes, des acteurs de la société civile, des hommes politiques aussi et même des experts se relaient sur ce plateau pour tenter de nous faire comprendre, de nous faire voir ce que la presse, elle, n'aurait pas pu. Merci donc d'être avec nous. Dans un instant, nous ferons connaissance avec nos invités, ces experts qui ont accepté de partager ce moment avec nous. Mais avant un tour dans les kiosques pour savoir comment la presse a traité de ces deux actualités fortes. Avec Flavien Valondongo. Bonjour Flavien. Bonjour Sandrine et bonne fête. Bonne 14 fête. février, bien entendu. Merci à vous également, Flavien Valondongo. Alors, que dit la presse, non pas au sujet du 14 février, mais au sujet du 10 février, date à laquelle le président de la République a prononcé son discours à la jeunesse. Et on reviendra également sur la présidentielle 2018. Je rappelle que deux temps forts meublent donc ce rendez-vous, le rendez-vous de ce dimanche. D'abord, la célébration du cinquantenaire du 11 février au Cameroun. La presse n'a pas manqué d'occasion cette semaine encore pour faire une autre lecture de la vie des Camerounais. On sait quelles difficultés ils rencontrent, donc ces jeunes-là. Pour la nouvelle expression, par exemple, on nous apprend que Paul Biya est resté dans sa logique, notamment celle des promesses non tenues. Le quotidien du Carrefour Bonakwama à Douala rappelle que le 10 février 2015, le chef de l'État a annoncé d'ailleurs la création de 350 000 emplois. En s'adressant donc à la jeunesse, ce jour-là, il a donné rendez-vous en 2016 pour faire le premier bilan des emplois créés depuis 2011. La nouvelle expression nous surprend donc en dévoilant que Paul Biya, le 10 février 2016, ne s'est même plus souvenu des annonces antérieures. Par contre, le chef de l'État s'est plutôt contenté donc de faire d'autres annonces. Il a parlé de 102 milliards de francs CFA destinés donc à l'emploi jeune. Le Messager, qui a suivi également le même discours de Paul Biya à la jeunesse, révèle que c'est une drague que le chef de l'État fait donc aux jeunes Camerounais. Les 102 milliards de francs CFA annoncés concernent d'ailleurs le plan triennal spécial jeune, une annonce qui ne passe pas dans la tête du reporter de ce journal, Le Messager, mais il se pose juste une question: où est-ce que Paul Biya va trouver ces 102 milliards de francs CFA? Selon le reporter, le chef de l'État n'a donné aucune précision donc à cette question, mais il a plutôt dit que la jeunesse actuelle est donc une génération Android. Pour Lydiane Frondi, qui a été interrogé par le journal, le discours de Paul Biya cette année est donc vide de sens. Aura plus renchéri en précisant que c'est une énième tromperie que Paul Biya fait donc à la jeunesse camerounaise. Le bi-hebdomadaire a rencontré les jeunes après d'ailleurs le discours et fait constater que plusieurs n'ont pas écouté le chef de l'État le 10 février dernier au soir, parce que selon ces derniers, donc, le chef de l'État dit les mêmes choses chaque année. Entre-temps, le taux donc de chômage ne fait qu'augmenter dans notre pays. La nouvelle expression qui dit avoir fait le tour révèle qu'elle a rencontré un jeune de 13 ans qui a laissé l'école pour devenir écoleur de roues de moto. Ce n'est donc pas un cas isolé. Ils sont nombreux, diplômés et non diplômés, et qui ont donc gonflé les rangs des chômeurs au Cameroun. Et le Messager de se demander
S'il faut toujours et encore croire au discours du chef de l'État, c'est la grosse question. En tout cas, autre sujet en débat ce dimanche, Sandrine, je vous le rappelle, c'est bien sûr donc la présidentielle 2018 et c'est l'un des sujets aussi. Le messager qui parle d'ailleurs de la présidentielle anticipée fait savoir que ni John Frondi menace Biya et pourquoi donc le quotidien précise que le leader du Social-Démocratique Front a demandé à Paul Biya, président de la République, de dire à ses militants et autres agitateurs de stopper la vague des motion de soutien, lui proposant donc de se présenter comme candidat à la présidentielle de 2018. Frondi, qui faisait donc cette annonce alors qu'il recevait les vœux de ses militants au siège du parti à Bamenda, précise que anticiper l'élection présidentielle, c'est donc déplacer les priorités des Camerounais. Selon lui, Paul Biya avait dit que quand Yaoundé respire, c'est le Cameroun qui vit. C'est grave, donc Frondi rappelle que les Camerounais meurent tous les jours dans le septentrion, suite donc aux exactions perpétrées par la secte islamiste de Boko Haram. Mais les militants agitateurs du RDPC préfèrent demander à Paul Biya d'anticiper les élections et surtout de se présenter. Le quotidien Mutation ne rate pas l'occasion de dire que les différents appels à la candidature de Paul Biya à se présenter ou encore à anticiper l'élection présidentielle semblent être donc un accouchement difficile pour l'élite de l'Ouest Cameroun. Mutation révèle que Nyat Ndifendi Marcel, président du Sénat, est encore à la phase des consultations pour obtenir une motion de soutien en faveur du président national du RDPC. Entre-temps, et selon notamment le journal, la région de l'Est Cameroun, qui croupit d'ailleurs dans la misère, plaide pour l'organisation immédiate d'un congrès du RDPC dans la perspective d'une élection anticipée dans la Léquié. L'OTAN est donc à la mobilisation des fonds pour aider Paul Biya à organiser les élections cette année 2016. Sur la question, la Nouvelle Expression fait savoir qu'un processus de révision de la Constitution est donc en cours depuis plusieurs jours et permettra à Paul Biya non seulement de briguer un autre mandat, mais également de poursuivre ses œuvres entamées depuis plusieurs années et ce jusqu'après 2018. La météo qui semble lire dans la boule de cristal révèle que le Cameroun va vers une session extraordinaire du Parlement au cours du mois de mars à venir. D'ailleurs, Mutation va dans le même sens et dit que la météo, tout en fait savoir que, en montrant d'ailleurs que Paul Biya est un démocrate de la 25e heure, car au-delà de l'introduction du poste de vice-président, le pouvoir envisage donc de limiter le mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une fois. Mutation s'interroge, le projet de loi attendu intégrera-t-il le budget ou tout au moins le bulletin unique et l'élection présidentielle à 2 tours? Impossible pour moi en tout cas de répondre, mais peut-être les panélistes sur le plateau vont donner des réponses à toutes ces questions. Voilà l'essentiel de l'actualité en tout cas. Merci à vous, Flavien Falondongo. Des questions, bien évidemment, qui ont été posées par la presse. La presse est donc posée ces questions. On va tenter d'y répondre. À dimanche prochain, Flavien. À dimanche, Sandrine. Alors, vous êtes Flavien Ndongo et nous accueillons sur ce plateau un autre Ndongo. Il s'agit de Ndongo Minsoko. Bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour aux téléspectateurs d'Equinox TV. Merci à vous d'être avec nous ce dimanche. Je signale que vous êtes conseiller technique au ministère de la Jeunesse, c'est bien cela? Conseiller technique numéro 1. Au ministère de la Jeunesse. De la Jeunesse et de l'Éducation civique. Bien, avec vous tout à l'heure, on reviendra en long sur le discours prononcé par le chef de l'État à l'endroit de la jeunesse justement. Et on va surtout évoquer un de ces plans, on va surtout parler du plan triennal spécial jeune. Merci donc à vous d'être là. Nous disons également juste à côté bonjour à un inspecteur qui vient plutôt du ministère des Postes et Télécommunications. Albert Kamga, bonjour. Bonjour Sandrine et bonjour aux téléspectateurs d'Equinox TV. Merci de m'avoir invité à ce débat ce dimanche. Nous sommes également ravis d'être avec vous ce dimanche. On rappelle que vous êtes inspecteur numéro 3 au ministère des Postes et Télécommunications. Et donc, avec vous, on rentrera peut-être en profondeur sur ce qui est considéré comme l'économie numérique dont le président de la République a parlé dans son discours le 10 février dernier. C'est bien cela? Tout à fait. Très bien. Merci donc à vous d'être là. Je ne sais pas si vous êtes un fanatique de sport. Alors oui, comme tous les Camerounais d'ailleurs. J'ai appris la nomination d'un nouvel entraîneur. Oui, Hugo Bross, mais il y en a déjà qui s'inquiètent au regard de son palmarès. Beaucoup de défaites, beaucoup d'échecs. Oh, bon, Hugo Bross, vous le voyez bien à la tête des Lions indomptables. C'est vrai que ce n'est pas le plus connu des noms qui circulaient. Mais j'ai lu beaucoup de commentaires sur le sujet aussi et beaucoup pensent que
Les plus grandes victoires engrangées par le Cameroun ont été avec des sélectionneurs qui n'étaient pratiquement pas connus, donc espérons que ce soit encore le cas cette fois-ci. Et donc, vous comprenez bien qu'un entraîneur qui n'est pas un palmarès reluisant, qui n'ait pas beaucoup de trophées, beaucoup de réussites, soit plutôt la clé de réussite pour les Lions indomptables avec les échéances qui arrivent? Je dis, c'est ce que certains commentaires le disent. Bon, je ne suis pas de l'équipe qui a sélectionné ce nouveau sélectionneur, permettez-moi la tautologie, mais je suppose qu'ils ont de bonnes raisons de l'avoir choisi. Très bien. Merci donc à vous d'être là et nous accueillons également sur ce plateau ce dimanche Franck Essi. Bonjour Franck. Bonjour Sandrine, bonjour à mes copanélistes et bonjour à tous ceux et celles qui nous regardent. Bien, vous êtes un jeune militant du Cameroun People's Party. Je sais que le CPP s'exprime très souvent sur des sujets d'actualité et la presse s'est beaucoup intéressée cette semaine à cette sortie de l'Ordre national des médecins qui a évoqué notamment le cas du docteur Ngonkana, Hélène, et a prescrit des sanctions pour ces médecins qui seraient responsables ou coupables de sa mort. Mais il y en a qui estiment qu'il faut partir de là pour poser la problématique de la prise en charge globale dans nos hôpitaux pour les patients lambda, qu'ils soient de l'ordre des médecins ou pas. Effectivement, peut-être avant de revenir à cette problématique centrale, permettez-nous d'abord d'exprimer un sentiment de profonde déception parce que je crois que c'est inacceptable ce qui est arrivé à ce médecin qui est décédé parce que manifestement n'avait pas sur place les ressources financières pour accéder à certains soins, arrive à de nombreux Camerounais depuis de nombreuses années. Et cela démontre que malheureusement, même dans les institutions comme les hôpitaux, les valeurs de l'argent aujourd'hui priment sur tout. C'est inacceptable aussi parce que, vous savez, l'accès aux soins de santé, c'est fondamental parce que sans la santé, rien d'autre n'est possible. Vous pouvez avoir un emploi, on va parler d'emploi tout à l'heure, mais si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas exercer votre emploi, vous ne pouvez pas saisir les opportunités. Ce pays a besoin d'hôpitaux qui fonctionnent différemment et à ce titre-là, effectivement, je pense que c'est une opportunité pour tous les Camerounais qui nous regardent de se mobiliser pour qu'on humanise nos hôpitaux. Et cette humanisation des hôpitaux commence d'abord et surtout par une réelle et meilleure prise en charge du personnel. Parce que souvenez-vous que de nombreux personnels qui travaillent dans les hôpitaux depuis des années manifestent pour qu'on améliore leurs conditions de vie. Ils manifestent contre l'injustice dans le traitement qui se fait au niveau des hôpitaux. Ça ne justifie pas l'inhumanité, mais ça fait partie des mesures de fonds structurelles qui peuvent permettre que les hôpitaux fonctionnent normalement. Et nous sommes dépités parce que le gouvernement ne réagit pas. Plus spécifiquement, le ministère de la Santé ne réagit pas. On s'est réjoui que l'ordre des médecins se soit saisi de l'affaire et annonce des sanctions. Mais on peut le comprendre parce que si le gouvernement ne réagit pas, c'est parce que peut-être la plupart se soignent ailleurs. Donc nous pensons que plus que jamais, il est urgent d'humaniser nos hôpitaux. Il est urgent que sur cette question qui transcende les clivages politiques, l'ensemble des Camerounais se mobilisent pour dire stop, on n'en peut plus, on a besoin d'hôpitaux qui ne tuent pas mais qui donnent la vie. Très bien. Merci donc à vous, Franck Essi, pour cette réaction et nous disons enfin bonjour à Charles Fongan. Bonjour Charles. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs d'Equinox Télévision. Très bien, merci. Vous êtes journaliste. Avec vous, on peut s'intéresser à deux pans de l'actualité. D'abord, ce limogeage de Jean-William Solo à la Cameroun Water Utilities. Est-ce que c'était attendu? Peut-on là se dire que la presse a pratiquement mis la pression et il a enfin été débarqué? J'ai plutôt envie de dire qu'il y a des gens qui ont fait circuler des informations en rapport avec ces limogeages et la presse en est saisie et a fait écho, a fait large écho. On peut apprécier la célérité avec laquelle il a été débarqué. On leur souhaitait que ce soit le cas pour tous les autres gestionnaires des entreprises publiques ou parapubliques. Il y en a qui sont là depuis 10 ans, qui commettent beaucoup de gaffes, mais qui ne sont pas inquiétés. J'ai aussi envie de dire que les réseaux de M. Solo auraient très mal fonctionné. Surtout qu'on dit qu'il en avait avec son frère Nakono, qui est son chef politique dans la région, le ministre de l'énergie. Donc on peut comprendre ce qui est arrivé, on peut dire que c'était un règlement de compte, mais j'ai envie de dire que ces réseaux ont très mal fonctionné. Si sont des velléités d'appréciation de la bonne gestion, c'est une bonne chose, mais j'ai envie de croire qu'il y avait autre chose en dessous de ce qui est arrivé. Oui, mais est-ce qu'au lieu de s'intéresser à ces réseaux dont vous parlez, ne peut-on pas plutôt se demander ce que la Cameroun devrait apporter
aux populations camerounaises aujourd'hui. Avec la CDE, il se pose un réel problème dans la distribution, dans l'approvisionnement à nos chéries populations. Est-ce que cela ne devrait pas être au-delà des batailles politiques ou ethniques ou familiales même? Est-ce que cela ne devrait pas être la priorité? Mais tout Cameroun aujourd'hui reconnaît que la Cameroun a échoué dans ses missions. C'est-à-dire qu'on constate que dans les grandes villes et même assez souvent en zone rurale, les Camerounais n'ont pas de l'eau. Les Camerounais souffrent alors qu'on apprend qu'il y a des milliards qui sont investis pour améliorer le dispositif de transport de l'eau. Donc, ce point-là, on peut dire que M. Solo a échoué, mais j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup d'autres secteurs, beaucoup d'autres entreprises qui sont gérées, qui sont très mal gérées, mais dont les directeurs, les gestionnaires ne sont pas inquiétés. Nous souhaiterons qu'on ne fasse pas une politique de deux poids, deux mesures, que ce qui est arrivé à la Kamwata arrive aussi dans certaines sociétés d'État que nous connaissons, que nous savons très mal gérer. Alors pour sortir, on peut quand même effectuer ce petit devoir de mémoire. Il y a quelques années, c'était en 1998, on parlait de la catastrophe de Sam et Foulane. Plusieurs années après, c'est plus ou moins le mystère. Plus de 200 personnes avaient perdu la vie. Alors, Jean Fongan, on peut se dire que de plus en plus, il faut s'intéresser à ces populations qui vivent aux abords de ces sites assez dangereux. On a vu ce qui s'est passé à Douala, non loin de la SCDP, mais il reste encore que des stations-service sont implantées juste autour des domiciles. J'ai envie de dire que les effets pervers qu'on a vécu à Assam n'ont pas été pris en compte, n'ont pas été corrigés. Car comment comprendre qu'aujourd'hui on a des stations-service même dans les domiciles? Donc la SCDP a fait un effort en délogeant toutes les habitations qui étaient proches de son centre de stockage. Mais nous avons envie de dire que ce qui se passe avec les stations est regrettable. Il est temps que ceux qui prennent les gens à ce pays prennent leurs responsabilités. On sait très bien pourquoi et comment est-ce que ces stations-là s'installent. C'est à coup de corruption et de marchiche. Et cela peut être corrigé. La société civile appelle à la responsabilité de ceux qui gèrent le pays. Et nous avons envie de dire que c'est pratiquement à l'image du pays lui-même. Très bien. Merci donc à vous, messieurs, pour ces réactions. Et justement, on va avoir d'autres réactions à présent autour du discours prononcé par le chef de l'État. C'était le 10 février dernier, Paul Biya, qui s'adressait à la jeunesse. La presse a pratiquement décrypté ce discours. Franck Essi, est-ce que vous vous dites que cette presse, justement, a exploré ce discours dans tous les sens afin de pouvoir faire comprendre à la jeunesse qui était justement adressé ce discours, les pans soulevés par le chef de l'État? Oui, on peut le dire, parce que j'ai lu plusieurs titres traitant ce discours sur plusieurs ans. Par exemple, une presse qui a mis en relation ce discours avec les discours précédents pour relever les promesses non tenues. C'est important de rappeler les engagements qui ont été pris par le chef de l'État avant et qui, aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas mis en œuvre. Une autre presse a essayé d'évaluer les pistes, les annonces faites par le président et surtout les interpellations vers les jeunes pour constater, en ramenant ces annonces à la réalité du fonctionnement institutionnel, à la réalité du comportement de ceux qui dirigent aujourd'hui, pour montrer que là, il y a un réel problème entre la réalité, entre ces appels, ces interpellations et la réalité. Il y a un réel gap. Il y a aussi une presse qui a donné la parole aux jeunes et nous nous en réjouissons et on voit que de façon générale, très peu de jeunes écoutent encore ce discours. Très peu de jeunes croient que ces annonces du président seront suivies de mesures concrètes. Très peu, même quand ces mesures sont mises en œuvre, croient qu'elles seront de la meilleure manière possible, afin qu'on ait l'impression que dans ce pays, on prend vraiment en charge le problème de la jeunesse. Très bien. Alors, Ndongo Soko, comment de façon générale vous avez perçu, comment vous avez réagi à cette adresse du chef de l'État? Merci Sandrine. Avant toute chose, permettez-moi au nom du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique et de la jeunesse camerounaise de remercier le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, pour cet autre cadeau à la jeunesse. Cela dit, je vais vous avouer ici que nous avons été au Conseil national de la jeunesse le 10 février dernier lors de l'audition du discours du chef de l'État. Toute la jeunesse de ce conseil, les responsables du ministère de la jeunesse et de l'éducation civique étaient regroupés. Je ne vais pas vous dire quelle effusion de joie, quelles embrassades il y a eu à l'annonce de la création du plan triennal spécial jeunes. Vous comprenez qu'il s'agit là de quelque chose de fort. Il s'agit là de quelque chose qui va fédérer toute la jeunesse
et qui va permettre à celle-ci de contribuer véritablement au développement de notre pays. Et pourquoi cette euphorie dans la jeunesse? Est-ce qu'elle attendait ce plan de 102 milliards? La jeunesse ne l'attendait peut-être pas, mais il s'est trouvé que cela est arrivé. Mais il faudrait dire qu'au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, c'était un peu attendu parce qu'il s'agit là d'une initiative du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui a été validée par la haute hiérarchie, par le président de la République. Mais avant de revenir de façon spécifique sur ce plan triennal, on peut quand même s'interroger si les jeunes avec qui vous étiez ce 10 février étaient plutôt contents pour ce plan, mais le chef de l'État a abordé d'autres aspects. Il a parlé notamment de l'agriculture. Il a condamné ces jeunes qui arrivent à la fonction publique, tel que vous y êtes, et qui se retrouvent hors de leur poste de travail, qui continuent de percevoir de l'argent. Est-ce que ces jeunes ne se sentent pas interpellés? Effectivement, je vais dire que le chef de l'État était dans son rôle, parce qu'il a été paternel, il a été pédagogue, il a fustigé certains mots qui minent la jeunesse, et je crois que ces jeunes se sont trouvés, ils se sont sentis interpellés. Mais cela dit, il s'agit d'une nouvelle saison qui devrait engager les uns et les autres à se mettre résolument au travail. Et ceux qui péchaient par des situations cocasses, par des comportements insolites, se sont sentis là interpellés et ils savent ce qu'il y a à faire. Parce que le chef, quand il a parlé, vous pouvez imaginer que certaines conséquences peuvent arriver. Donc, c'est une mise en garde. Le président de la République aurait tout aussi pu annoncer des sanctions qui peuvent être infligées à ces jeunes-là. Il aurait pu, mais je vous ai dit qu'il a été quelque peu pédagogue. En même temps, on dit souvent qui bene amat, bene castigat, qui aime bien, châtie bien. Peut-être il aime beaucoup la jeunesse, parce qu'on a souvent dit qu'un jeune qui faute, il ne faut pas le sanctionner directement. C'est ce que nous autres on dit au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Un jeune a fauté parce qu'il a été mal encadré. Et je crois que c'est notre rôle à nous. Mais le chef de l'État, vous avez dit, a parlé de l'agriculture. Il a parlé du domaine de l'industrialisation. Il a parlé du champ des TIC. Et je pense que mon voisin d'à côté va entrer de manière beaucoup plus élaborée dans cet autre champ. Mais il a fixé le cap en dehors des choses qui sont contenues dans le plan triennal spécial jeune. Quand vous me donnerez l'occasion, certainement, je vais en parler. Très bien, on y reviendra dans un instant et justement on passe la parole à Albert Kamga. De façon générale, hein, on va revenir là-dessus sur l'économie numérique tout à l'heure, mais le chef de l'État quand même s'est appuyé sur un certain nombre de postulats. On a vu sa posture lorsqu'il parle, on l'a dit tout à l'heure, de ces jeunes qui sont à la fonction publique uniquement à la recherche des matricules. Il a invité les jeunes au patriotisme économique. Où est-ce que les jeunes commettent les fautes jusqu'ici, qui semblent être relevées de façon plus ou moins implicite par le chef de l'État? Oui, effectivement. Quand on a suivi le discours du président de la République, il est revenu au moins à 6 reprises sur le patriotisme et en soulignant entre autres ces dérives, c'est-à-dire des gens qui se battent pour avoir une position ici ou là, notamment à la fonction publique, position qu'ils abandonnent très rapidement et continuent à en tirer le salaire auquel ils n'avaient plus droit. Et je pense qu'au-delà, ayant souligné ces comportements qu'il faut fustiger, il a également souligné des cas qui peuvent être présentés à la société aujourd'hui comme des modèles, c'est-à-dire notamment dans le domaine des technologies, ceux qui ont pu vaincre cette peur, ceux qui ont osé et qui ont pu mettre en place des projets ici ou là qui reluisent cette situation. Donc, je voudrais espérer que le temps ayant été donné, que même ceux qui n'ont pas encore été débusqués, c'est-à-dire ceux qui continuent de percevoir les salaires auxquels ils n'auraient plus droit,
que l'assainissement va se poursuivre, parce qu'il faut le dire, ce n'est pas... Mais est-ce que ce n'est qu'en 2016 que le ton doit être donné par le chef de l'État? Les problèmes des jeunes sont connus depuis plusieurs années. Ce problème-là, c'est un problème qui, on peut dire que c'est un problème qui n'est pas identifié seulement aujourd'hui, mais si le chef de l'État insiste sur cela, cela veut dire qu'il attend certainement que la solution à cette situation qui est des plus inacceptable, qu'une solution y soit apportée et dans les meilleurs délais. Je voudrais d'ailleurs dire que dans son discours du 31 décembre, parce qu'il me semble bien à regarder, à lier les deux discours, que c'est dans la continuité, c'est-à-dire les prescriptions indiquées au 31 décembre, notamment en termes de résultats pour l'administration, parce qu'il a dit l'administration notamment doit être cette force qui permet de soutenir le pouvoir régalien de l'État et qui doit maintenir à chaque moment, à tout instant, l'intérêt général au centre de ses préoccupations. Donc c'est qu'une fois de plus, il met les uns et les autres face à leurs responsabilités. Et je pense que tout à l'heure, le conseiller technique du MINJEC parlait de la responsabilisation de la pédagogie. Il est tout à fait possible, parce que quand vous suivez, quand il appelle chacun à faire ce qui relève de lui avec patriotisme, il a dit l'école, que les écoliers soient à l'école, que les mécaniciens soient dans leur garage. Je pense que quelque part, il n'a pas seulement voulu aussi ajouter que les ministres soient dans leur ministère et pour faire le travail pour lequel ils doivent... parce que ministre, d'ailleurs, comme ça se dit, c'est serviteur. Donc, il a appelé chacun à faire ce qu'il a à faire et avec toute la responsabilité, le sens de l'intérêt général que cela requiert. Très bien. Alors, Charles Fangal, la presse a donc relevé un certain nombre d'insuffisances. À l'instant, Albert Kamgar évoquait cette phrase ou bien cette déclaration du chef de l'État lorsqu'il dit que les écoliers soient à l'école, que les agriculteurs soient dans leurs champs. Il y en a qui estiment que c'était du déjà entendu. La presse évoque également des insuffisances et se demande pourquoi le président de la République n'a pas abordé les chiffres comme cela a été le cas avec les récents discours à la jeunesse, notamment le discours de 2015 où il parlait de 350 000 emplois créés en 2015 justement, et le point n'a pas été fait en 2016. Je viens d'entendre sur plateau un discours qui n'est pas différent de celui du chef de l'État, notamment les deux membres qui représentent les ministères qui ont été affectés, parce qu'il faut reconnaître que le ministère de la Communication a battu au rappel des troupes en envoyant des émissaires pratiquement sur tous les plateaux ce dimanche, qui sont payés par le contribuable camerounais. Comment vous savez, nous le savons, s'ils peuvent contribuer à enrichir le débat, apporter des réponses aux interrogations que nous posons, ce serait une très bonne chose. Maintenant, je dirais que j'ai suivi ce discours à la radio. J'ai eu du mal à percevoir qu'il soit celui du chef de l'État. C'est-à-dire, à un moment, j'ai pensé qu'il avait emprunté sa voix à quelqu'un, un observateur averti de la scène sociopolitique, qui regardait la société dont il n'est pas acteur et essayait de l'apprécier et de faire des propositions. On n'a pas senti quelqu'un qui est dans la posture de celui qui gère, qui est le premier responsable, qui apprécie ce qui est fait et qui propose des solutions et, je ne sais pas, nous lance dans des perspectives. On aurait attendu d'un discours qu'on nous fasse le bilan. Il y a eu des annonces qui ont été faites en 2015. Nous attendions des bilans, notamment de ces emplois qui devaient être créés, de savoir qu'il y a tel nombre d'emplois qui ont été créés. On attendait également qu'on puisse faire une analyse de la situation actuelle, qu'on y apporte des solutions et qu'on entre dans des perspectives. Mais on a vu le chef de l'État surfer sur ce qui se dit par le commun des Camerounais, revenir sur des thèmes qui font un peu sensation, les gens passent pour être des androïdes, qu'on entend sur la bouche du chef de l'État. On a quand même vu le chef de l'État se mettre dans une posture de quelqu'un qui ne serait pas responsable de la situation, en rejetant la responsabilité sur les autres. Cela veut peut-être prouver que le président de la République est en phase avec les expressions de la jeunesse camerounaise. Je dis, mais ce n'est pas ça la solution. Le problème, être en face, c'est résoudre les problèmes des Camerounais. Ce n'est pas rentrer dans le langage qui est propre aux Camerounais. Le chef d'État demande aux Camerounais de rester chacun dans son bureau. Il est président de la République, il passe 3 mois à l'étranger, n'est pas dans son bureau. Quand il est en voyage dans des pays, on annonce parfois, je t'ai passé au courant de l'année, parfois 4
ou 5 mois en dehors, mais il serait pas. Comment voudrait-il que le ministre que lui-même il a nommé, qui doit suivre les examens de son chef, puisse en faire différent? C'est la même chose à tous les niveaux. On demande que les élèves, les écoliers aient dans les salles de classe. Quand eux-mêmes voient les actes qui sont posés par ceux qui donnent le là, ils ont envie de se dire, bon, mais peut-être s'il faut suivre l'exemple, là, c'est le bon exemple. Donc, nous avons envie de dire que le chef d'État a fait un discours qui, j'ai envie de dire, est très éloigné de la réalité. Il parle de patriotisme. Un patriote, c'est celui qui aime son pays. Et quand on aime son pays, on le fait à travers des actes. Le patriotisme ne se décrète pas. On ne peut pas demander à des gens de devenir subitement patriotes. Vous posez des actes qui sont appréciés par les Camerounais et vous demandez aux Camerounais de suivre ces exemples-là. Et l'inspecteur du MINJEC a dit ici que... Le conseiller technique au MINJEC a dit ici que... je crois que c'est son voisin de droite, a dit que le chef d'État a cité les exemples. Mais voyez-vous, il a fait allusion à des jeunes Camerounais qui excellent dans le domaine de la technologie, là c'est les domaines, sans en citer un seul. C'est-à-dire qu'on est encore là dans ce qu'on appelle en communication politique, généralement en communication politique, nous appelons ce qui est la langue de bois. C'est-à-dire qu'on donne l'impression qu'on a dit des choses, mais au fond, on n'a véritablement rien dit. Je vais donc saluer le travail qui a été fait par les journalistes. Ils ont rendu les faits, mais ils sont rentrés dans les analyses et commentaires pour montrer qu'il y avait une vacuité dans le discours du président de la République. Et cela, nous l'apprécions. Alors, Franck, ici, on a parlé de patriotisme économique, on a également évoqué ces emplois dont le chef de l'État n'a pas beaucoup parlé cette année 2016. Alors, autant d'insuffisances, vous le croyez aussi, tel que la presse l'a relevé cette semaine? Écoutez, il faut rendre justice au chef d'État. Il a dit en décembre qu'il a créé 350 000 emplois. Même si on peut être dubitatif, même si on ne sait pas exactement où et comment ils ont été créés. Mais surtout, on note qu'effectivement, la presse a raison de le relever, qu'on n'a pas de projections en termes d'objectifs pour cette année. Et par rapport aux 3 dernières années, c'est un manque. La deuxième chose, c'est qu'un tel discours doit être, si vous voulez, empreint d'un certain nombre de mesures très concrètes. Moi, pour revenir à ces jeunes qui sont fustigés pour leur attitude, c'est-à-dire de désertion aux fonctions, il me semble que ce qui est attendu du président de la République, ce n'est pas de faire des constats. Ce n'est pas dans la posture d'analyste ou de pasteur que nous l'attendons, mais on attend des mesures pour dire, pour ces jeunes qui n'exercent pas effectivement les fonctions pour lesquelles ils sont payés avec notre argent, voici les sanctions qui sont prises. Nous annonçons que peut-être 300 jeunes, 400 jeunes ont été mis de côté. Mais en le faisant, il faut rappeler à quelles conditions ils travaillent. Je dois dire qu'aujourd'hui, je suis désolé de le constater, l'État est un des plus mauvais employeurs de ce pays. C'est-à-dire quand on voit les conditions salariales de ces jeunes qui ont été recrutés, on peut comprendre certaines choses. Ça n'excuse pas, mais c'est l'État qui a la responsabilité de faire en sorte que chaque denier public soit effectivement bien géré. Pour revenir au patriotisme économique, mais moi j'ai envie de dire, l'exemple vient d'en haut. Le poisson pourrit par la tête. C'est-à-dire que le président de la République, depuis qu'il est là, ça fait 34 ans, aurait pu nous montrer de façon concrète des exemples de patriotisme économique. Patriotisme économique, mais c'est consommer d'abord camerounais. C'est encourager à la consommation des produits camerounais. Regardons M. Biya. Je prends un aspect. Toutes ces vacances, de façon systématique, sont passées ailleurs. Sont passées dans d'autres pays. Imaginez, parce que moi je pense que dans ce pays, les visites du président dans une ville, ce sont rares, mais quand il y a visite, elles ont, pour utiliser une expression gouvernementale, un effet structurant, en ce sens que ça entraîne une transformation des infrastructures, un embellissement de la ville, parce qu'on est encore dans la psychologie coloniale selon laquelle il ne faut pas que le président voit la misère. Il faut qu'on lui cache la réalité de sa gouvernance. Donc, ne serait-ce que par cette réalité-là, si le président de temps en temps faisait le tour des régions pour passer 2 jours, 3 jours, ça aurait certainement eu des effets. Des effets sur les infrastructures de ces villes, des effets sur l'économie touristique, en ce sens que si on dit que M. Biya est venu, il a passé, je ne sais pas, un après-midi à rencontrer des jeunes dans un parc, ce parc certainement va devenir maintenant un lieu d'attraction qui peut générer des revenus et qui peut créer des emplois. Donc M. Biya lui-même ne prêche pas par l'exemple, il parle de patriotisme économique. Autre exemple, je regarde nos ministères, ils sont équipés en quoi? Si vous regardez les meubles qu'il y a dans nos ministères, ce n'est pas des meubles fabriqués par des artisans camerounais. Regardez comment nos ministres s'habillent, le président en particulier. J'aime à constater que lors de ces conseils des ministres, l'eau qu'ils consomment même n'est pas une eau camerounaise. Donc je pense que pour être crédible, il faut qu'on prêche par l'exemple. Et le président, malheureusement, avec ses ministres, ne le font pas.
On a des ministres des Transports qui ne prennent pas les compagnies nationales. On a des ministres qui n'envoient pas les enfants dans des écoles camerounaises, qui ne se soignent pas dans les hôpitaux camerounais. Dans ce moment-là, on comprend que l'idée peut être bonne, mais celui qui l'émet, celui qui la propose, celui qui nous interpelle n'est pas crédible lorsqu'il nous interpelle concrètement à le faire. Alors, à s'arrêter justement sur le plan spécial dont a parlé le chef de l'État, 102 milliards de francs CFA. D'où vont provenir les ressources? Et à quoi va servir ce plan? Comment est-ce qu'il est structuré? Très bien, Sandrine. Vous avez d'abord parlé du financement. Il faudrait dire que les financements viendront des ressources publiques dans un premier temps. Il faudrait dire que les premiers moments de ce plan pourraient être financés par des dotations spéciales dans le prolongement, bien évidemment, du plan d'urgence global qui a été décidé par le chef de l'État et qui est déjà mis en œuvre aujourd'hui. Bien évidemment, il y a des ressources provenant des partenaires au développement, des ressources provenant du secteur privé et bien évidemment de la société civile. Mais comment est-on sûr que tous ces partenaires-là apporteront les 102 milliards de francs CFA dont vous parlez? Nous sommes déjà en 2015 et le journal Le Messager le relevait, le budget a pratiquement commencé à être consommé. Je vous ai dit, c'est un projet initié depuis quelque temps. Il est suffisamment mûr. Il y a des mécanismes, il y a des principes qui sont déjà enclenchés. Et puis, il y a des choses qui sont déjà faites parce que ce plan va simplement fédérer ce qui est déjà fait au niveau du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, au niveau des ministères partenaires de la société civile et du champ du privé. Je prends l'exemple du PAGER-U. À ce niveau, on va simplement intensifier ce qui est déjà fait et avoir des incubateurs d'emploi, plus que ce qui est fait aujourd'hui. Il y a l'agence du service civique national de participation au développement qui va jouer un grand rôle, tout comme le fonds d'insertion des jeunes. C'est des structures qui existent déjà. Il est question simplement de donner un élan dynamique, d'intensifier l'action déjà menée. Donc il n'y a pas de grande nouveauté. La nouveauté qu'on pourrait convoquer ici, c'est il y aura un observatoire national de la jeunesse. Cet observatoire qui va mobiliser, orienter, guider les jeunes vers les différents guichets existants ou d'autres guichets qui seront créés. Il y a d'autres structures qui ne relèvent pas du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui seront mises en branle, notamment le Fonds national de l'emploi, notamment le PIASI et d'autres structures qui se retrouvent dans d'autres champs et dans d'autres départements ministériels. Je l'ai dit, le projet est mûr. Les mangues sont mûres, il ne reste qu'à les cueillir. Alors, et lorsque le chef d'État parle de ces 102 milliards, on peut quand même s'interroger sur ces structures que vous évoquez, le PAGER-U, le PIASI, avec les échecs connus ou alors les insuffisances eux-mêmes au sein de ces structures-là même. Est-ce que vous pensez que tous les jeunes Camerounais se reconnaissent autour de ces structures-là, autour de ces organisations? D'où le rôle de l'Observatoire. J'en ai parlé tout à l'heure. L'Observatoire va apporter toute la lisibilité, toute la visibilité autour de ce qui est fait et ça va permettre à un maximum de jeunes de s'inscrire dans les différents guichets qui ont été évoqués, qui ont été convoqués tout à l'heure. Je vous dis, nous sommes optimistes et les entreprises, les organisations qui travaillent avec nous le sont aussi parce qu'elles sont prêtes à nous accompagner dans ce vaste chantier. C'en est un. Alors, ce plan triennal va de quelle année à quelle année? Ce plan triennal commence déjà dès cette année, puisque c'est 2016, 2017, 2018. Très bien. 3 ans. Alors, Michel Fondant, justement, avec ces explications données autour du plan évoquées par le chef de l'État, on ressent bien évidemment qu'il y a peut-être des choses à redire. On a parlé tout à l'heure du PAGER-U, on sait que l'un des coordonnateurs se trouve derrière les barreaux. Il y a le PIASI, il y a ces structures-là. Lorsqu'on parle de l'Observatoire national de la jeunesse, quelle différence fait-on avec, par exemple, le Conseil national de la jeunesse qui existe en ce moment?
Je pense que moi, j'ai souri quand M. Ndongo Missoko a dit ici que les jeunes qui suivaient le discours chef de l'État ont jubilé avec les cadres du ministère au prononcé des 102 milliards. On peut très bien comprendre, parce que ces 102 milliards seront donc gérés par les cadres de ce ministère. On peut comprendre que c'est un petit dépannage, c'est un dépannage qu'on leur ferait, et que ces jeunes qui sont au ministère de la jeunesse, qui sont au Conseil national de la jeunesse, vous pouvez comprendre, c'est ceux qui seraient associés à la gestion de ces fonds. On peut très bien comprendre cela. Car à la suite du déroulement qu'il a pu faire, on ne voit pas de façon concrète en quoi est-ce que ces 102 milliards-là vont véritablement impacter sur le devenir de la jeunesse. Ce n'est pas clair. On vous dit, donc, il y a des structures qui existent, on va les redynamiser. Mais on ne voit pas concrètement, on ne nous dit pas concrètement ce qui sera fait. J'ai été surpris quand M. Ndongo est arrivé sur le plateau, car il me suis dit, pour quelque chose qui a été annoncé dans un discours, que les gens aient déjà un contenu, mais il faut être sorcier. Mais là, il nous dit que c'est quelque chose qui a été préparé longtemps à l'avance. Si cela a été préparé longtemps à l'avance, pourquoi cela n'a-t-il pas été inscrit dans le plan d'urgence? C'est 925 milliards qu'on aime aller emprunter sur la place internationale. Pourquoi cela n'a pas été inscrit dans le budget du ministère de la Jeunesse et des éducations civiques? On ne comprend pas. Mais si cela a un contenu, jusqu'ici, on nous a dit ce que servent les autres structures qui sont déjà en place, que vous avez citées ici. Et on sait comment ils ont été gérés. On se demande bien à quoi vont servir les 102 milliards si jamais on réussit à trouver cet argent. C'est vrai qu'il nous a dit où on va trouver cet argent. À quoi cela va servir? On ne voit pas très bien en quoi est-ce que cela va impacter vraiment sur la condition, la situation des jeunes dans ce pays. C'est ce qu'on attend. Le chef de l'État dit à quoi est-ce que cela va servir. On ne voit pas également des projections qui sont faites, soi-disant dans 1-2 ans, voici ce que les 102 milliards pourraient produire. On ne le voit pas. Nous avons sur le discours qu'il y a les centres professionnels qui seront renforcés. On parle de 3 centres qui ont été créés, des centres. Ces centres-là existent, là on accepte. Mais si on nous disait que les centres-là, au sortir de ces écoles-là, les jeunes recevraient chacun peut-être 1-2 millions pour se mettre, on pourrait comprendre. Mais nous annonçons seulement qu'il y a 102 milliards. Je reste encore sur ma faim, même à la suite des explications de M. Ndongo. Alors, est-ce que vous y percevez quelque chose, Abel Kamga, autour de ces 102 milliards de francs CFA? Les jeunes doivent-ils autant se réjouir si, comme Charles Fongan l'expliquait tout à l'heure, on n'a pas de visibilité, ou il n'y a pas de lisibilité sur ce qui va exactement être fait? Je pense, madame, que ce qu'il relève est tout à fait pertinent, mais ce que je voudrais tout simplement dire, c'est que il ne peut pas être attendu du président de la République qui rentre jusque dans les détails de comment le million va être utilisé. Les centres ou les structures auxquelles M. Ndongo a fait allusion, notamment le PAGER et autres, vous avez d'ailleurs bien fait de souligner que certains de ces responsables-là sont aujourd'hui incarcérés. Cela montre qu'il y a un suivi et que quelque part, quand on relève que quelque chose ne va pas, les sanctions suivent. Je voudrais donc dire que quand il l'a dit, ces centres-là, effectivement, redynamisés, pourraient permettre de donner de meilleurs résultats que ce qu'on a eu jusque-là. Et je voudrais m'en tenir à cet espoir parce que je pense qu'il a dit à plusieurs reprises également, il est revenu sur le fait qu'il est conscient de la difficulté que les jeunes ont à trouver des emplois. Et quand il le dit en termes d'urgence triennale, il peut même d'ailleurs se trouver que cela a été programmé normalement, comme vous l'avez souligné, mais qu'il instruit ceux qui doivent mettre en œuvre ces programmes pour qu'ils aillent un peu plus vite que cela n'était initialement programmé. Donc, je pense qu'il y a lieu d'espérer vraiment que les choses se passent peut-être beaucoup mieux que cela l'a été jusqu'ici, afin que les jeunes, effectivement, parce que quand on parle de l'appui aux jeunes, notamment M. Fongan, il a évoqué la possibilité d'apporter un appui aux jeunes qui terminent les formations. Je pense que la raison d'être de ces différentes structures-là, enfin, certaines d'entre elles, c'est effectivement apporter ces appuis en termes de crédit remboursable avec souplesse, avec une certaine souplesse. Et puis, quand on se rend également compte que dans la loi
dans la loi de finances de 2016, les mesures incitatives en termes d'investissement qui encouragent le recrutement des jeunes. Je pense qu'au-delà de toutes les critiques qu'on peut porter à ce qui est tenu comme discours politique, que ce soit face aux jeunes ou à la nation au 31 décembre 2015, je pense qu'il faudrait que chacun se questionne comment est-ce que je saisis les différentes opportunités qui se présentent, et je pense que notre débat, le débat des jeunes devrait être autour de cela. Le président a dit allez vous renseigner sur ces différentes possibilités. Je pense que les jeunes doivent effectivement, c'est vrai que du côté de l'administration, il est tout aussi important que la communication passe, parce que aller envoyer les jeunes vers l'administration, c'est une façon de recueillir, de pouvoir disséminer les informations, mais je pense que vous voyez également de plus en plus les efforts qui sont faits par les administrations pour communiquer sur ce qui est envisagé, et à mon sens, je pense que chacun devrait vraiment, à son niveau, essayer d'en tirer le meilleur parti. Donc, M. Soko, finalement, au-delà des problématiques, ou même des questionnements qu'il y a autour de ce plan triennal, qu'est-ce qu'il va comporter concrètement, ce plan-là? Oui, merci une fois de plus. Est-ce qu'il y aura que l'accompagnement des jeunes qui vont venir présenter un projet? Ils auront besoin de financement. Est-ce qu'il ne sera question que de cela? Merci une fois de plus de me donner cette opportunité. Il faudrait dire qu'il y a plusieurs dimensions. Il y a non seulement l'encadrement, il y a la mobilisation, il y a l'orientation. Si vous le permettez, je vais vous donner un certain nombre de projections. On attend, par exemple, avoir 1500 jeunes, donc 500 chaque année, qui seront sensibilisés, mobilisés, orientés vers les guichets correspondant à leurs besoins, en raison de la moyenne comprise entre 1000 et 1500 jeunes par commune à travers les centres multifonctionnels de promotion des jeunes. Il faudrait dire que ces centres sont des structures du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique qui s'occupent de l'encadrement, de la formation, de la sensibilisation et de l'insertion des jeunes en rupture avec le système scolaire traditionnel. Donc, ces centres sont des ressources principales de ce projet, et la plupart des jeunes vont s'y rendre dans le cadre de l'observatoire dont j'ai parlé. Chaque jeune y va, on l'oriente vers un guichet spécifique. J'ai parlé aussi de 60 000 jeunes en individuel ou en groupe, dont 200 000 chaque année, qui seront formés à la citoyenneté et à l'intégration nationale. 500 000 jeunes en individuel ou en groupe, soit 160 000 par an, qui vont recevoir des financements pour leur auto-emploi dans les filières porteuses. Il faut dire qu'ici, nous aurons des jeunes qui vont se spécialiser dans des clusters de production dans le domaine pastoral, dans le domaine des petits métiers urbains. Je prends un exemple simple. Le conducteur de moto-taxi ne sera plus le simple conducteur de moto-taxi. Il pourrait mener son activité de manière globale, devenir un petit entrepreneur. Prenons l'exemple de ce conducteur qui est propriétaire de sa propre moto, qui pourrait faire des livraisons. Comment devenir entrepreneur lorsqu'on est mototaximan? Justement, ils auront des financements et ils pourront être assurés au niveau de la CNPS. Je vous prends un exemple. Au lieu de faire exclusivement avec DHL et autres, vous pouvez commander une robe, vous pouvez commander une chaussure en Europe. Quand cette chaussure arrive, vous habitez un tabac. Comment cette chaussure va vous trouver en tabac? C'est ce propriétaire, ce transporteur de moto-taxi qui va vous retrouver dans la zone où vous êtes, où vous vivez. Il y a d'autres petits métiers de transformation des produits, ça peut être des produits agricoles et autres. Vraiment, de grâce, ne soyons pas sceptiques, ne soyons pas dubitatifs, accordez au moins le bénéfice du doute au chef de l'État. En d'autres circonstances, il a fait des promesses. Je voudrais parler des 25 000
Est-ce qu'aujourd'hui, ça n'a pas été réalisé? Il y a bien d'autres choses qui ont été promises et qui ont été réalisées. Et chaque fois que le chef de l'État promet, il réalise. Alors, lorsqu'on entend dans tout cela, Franck, et si on se dit c'est tout beau, il y a de la matière dans ce plan triennal-là, vous qui êtes jeune, est-ce que vous percevez ce moto-taximan qui pourrait partir de son activité pour vraiment s'étendre à autre chose? Est-ce qu'on peut penser à ces jeunes qui vont présenter des projets et qui seront financés par la suite par le gouvernement? Trop beau tout cela? Écoutez, non, c'est pas assez. C'est pas assez. Je suis désolé, mais écoutez, il ne faut pas qu'on apparaisse comme si on se réjouit des insuffisances et de l'échec jusqu'ici constaté. Monsieur, tout ce que M. Dia a promis n'est pas réalisé. Je pense parfois même certaines de ces réalisations dans ses discours sont survalorisées. Je me rappelle, il y a 3-4 ans, il parlait des infrastructures sportives qui essaiment dans tout le pays, notamment à l'université à laquelle j'appartiens, l'université de Douala. Entre ce qui est dit, tel que décrit dans son discours, et la réalité de ce qu'on voit sur le terrain, il y a un écart terrible. La deuxième chose, c'est qu'on peut vous faire la liste des choses qui ont été promises n'ont pas été réalisées. Encore que les 25 000 emplois, c'est un naufrage. Lui-même l'a reconnu. Donc, moi, je voudrais dire que je me réjouis que sous le fait, justement, d'un certain nombre de critiques, d'un certain nombre d'interpellations, il y a un effort qui est fait. Et la première chose sur laquelle je voudrais vous inviter à poursuivre, c'est l'effort de communication. Parce que, déjà, ce plan doit être accessible à tout le monde. C'est pourquoi l'Observatoire est là. Non, écoutez, l'Observatoire, vous ne le reconnaissez peut-être pas, mais c'est un aveu d'échec du Conseil national de la jeunesse. Parce que si vous entrez dans les statuts de cette institution, elle est censée justement jouer ce rôle de veille, de proposition. Donc si vous juxtaposez à cette institution une autre, moi je ne vois qu'un seul intérêt, c'est celui de... Le Conseil ne s'occupe pas de tous les jeunes, s'il vous plaît. Il y a d'autres. Si le Conseil national des jeunes ne s'occupe pas de tous les jeunes, c'est très grave. Et l'Observatoire va s'occuper de tous les jeunes. Contrairement à ce que votre ministre dit, contrairement à ce que le gouvernement dit, vous avouez que le Conseil est une institution qui n'a pas sa raison d'être. Parce que je ne vois pas comment le Conseil national des jeunes ne pourrait pas s'occuper de tous les jeunes. Bon, je voudrais rapidement venir sur le fond. Sur le fond pour dire que, écoutez, on peut et on doit s'améliorer sur la communication. Je me réjouis qu'il y ait un plan de communication. Voilà, maintenant, je voudrais que, justement, le gouvernement s'arrime sur ce qu'on appelle la technologie aujourd'hui pour communiquer. Il y a des applications, etc., qui peuvent faire en sorte qu'on puisse atteindre plus de jeunes en très peu de temps. Deuxième chose, je pense que parfois, il y a de très bonnes idées, mais c'est dans la mise en œuvre qu'on pêche. Prenons l'exemple de votre fameux Piassi. Je lisais un rapport élaboré par la société civile qui nous disait que le budget n'avait été exécuté qu'à 50%. Vous l'avez reconnu, le coordinateur est en prison. Coordinateur du PAGER 1 notamment. Voilà. Et quand vous dites même que dans le cas du PIACI, si ça touchait même toute la cible, c'est-à-dire 20 000 personnes, ça ne représenterait que 0,25% de la cible potentielle. Donc parfois l'idée est bonne, mais quand on dit 102 milliards, c'est en rapport avec quels besoins? Peut-être les besoins sont de l'ordre de plusieurs milliers de milliards. Donc, certes, il faut commencer quelque part, mais ce n'est pas après 34 ans, comprenez-nous. On ne peut pas ne pas être sceptique lorsque certains, à 40 ans, n'ont pas encore travaillé. Donc, je voulais aussi dire que dans l'exécution, il y a des choses sur lesquelles on doit s'améliorer en tant que nation. Et je ne sais pas si les dirigeants actuels ont cette volonté. La première chose, c'est la transparence. Il faut que l'information soit accessible. Quand le président nous invite à aller dans les administrations, ça se voit qu'il ne vit pas le quotidien des Camerounais. Mais l'administration n'est pas une administration de service. Vous entrez dans l'administration, vous faites rabouer, encore quand vous êtes jeune. Donc je crois qu'il y a un changement de logiciel, même d'abord chez les fonctionnaires. Ils ne sont pas tous comme ça, mais la majorité le sont, en train de lire, regarder leurs séries, etc., au lieu de s'occuper des Camerounais. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Oui, ça leur pose le travail aussi, Franck. Mais ça, c'est ce qu'on appelle, c'est un terme en anglais, on parle de présentisme. On peut être présent au travail sans travail. Vous le savez, le président, chaque fois, le dénonce. Donc, c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Deuxième chose, c'est... si vous voulez, l'affectation justement de ces fonds qui sont disponibles. Il y a deux mots qui caractérisent malheureusement l'exécution des projets au Cameroun. Népotisme, clientélisme. Népotisme, ça veut dire qu'on place ses frères, ses sœurs, etc. Clientélisme, ça veut dire qu'on marchande même parfois ces différents financements. Un jeune est censé recevoir 1,5 million, mais le monsieur qui est en charge de lui donner le OK lui demande 500 000 francs. Ça fausse, et c'est des réalités que vous connaissez. Ce n'est pas un hasard si on est le deuxième pays le plus corrompu en 2015 en Afrique. Ce n'est pas un hasard si la CONAC nous dit qu'entre 2012 et 2013, les faits de corruption ont cru de 105,88%.
Et ça, c'est des faits dénoncés, c'est des faits qui sont parvenus à leur attention. Le troisième point sur lequel on doit vraiment évoluer, c'est dans l'encadrement, l'accompagnement technique de ces jeunes, lorsqu'ils ont déjà reçu des financements. Parce que vous connaissez aussi que le taux de remboursement est faible. Et les problèmes qu'on retrouve dans l'exécution du budget d'investissement public se retrouvent aussi dans les projets financés par les jeunes. Donc je crois que dans l'ingénierie de ces projets-là, nous on pense qu'aujourd'hui les fonctionnaires, vous, sans vous insulter, vous n'êtes pas les mieux placés pour traiter de ces questions économiques. Peut-être on devrait penser à de nouvelles solutions comme confier ça à des institutions bancaires spécialisées. Donc c'est le job d'accompagner les entrepreneurs. Pourquoi pas? Très bien. Alors, je veux qu'on s'intéresse à un autre aspect, justement évoqué par le chef de l'État. Le chef de l'État qui a également parlé de cette économie numérique. Et Albert Kamgala dit tout à l'heure, comme le 31 décembre 2015, il a parlé de ces emplois qui ont été créés. Il a également parlé, vous l'avez souligné tout à l'heure, de ces aspects qui sont revenus dans le discours adressé à la jeunesse cette fois. Le chef de l'État insiste ces derniers temps sur l'économie numérique. Et il reconnaît que les infrastructures sont encore, on ne va pas dire au point zéro, mais qu'il faut que le gouvernement renforce le niveau infrastructurel. Est-ce que l'économie numérique dont parle le Cameroun aujourd'hui, avons-nous les infrastructures dont on a besoin? Vous-même, vous l'avez relevé, le chef de l'État est revenu à plusieurs reprises, déjà le 31 décembre 2015, dans son discours à la Nation, à l'occasion de la nouvelle année, sur le retard que nous accusons, notamment au niveau de l'infrastructure, en soulignant cela comme étant un préalable au développement de l'économie numérique dans notre pays. Et depuis, donc, qu'est-ce qui a été fait? Parce que il faut le dire que suite à cette instruction du président de la République, le gouvernement est à pied d'œuvre et je pense que dans les prochains jours, parce que en date du 19 janvier plus précisément, le Premier ministre, chef du gouvernement, a instruit le MINPOSTEL, le ministre des Postes et Télécommunications, de coordonner un groupe de travail interministériel pour présenter dans les meilleurs délais et le travail en cours, un plan pour impulser véritablement ou pour lancer véritablement l'économie numérique dans notre pays. Et l'un des piliers, comme vous le soulignez, c'est l'infrastructure, parce que quand on parle d'économie numérique, on ne peut pas faire sans l'infrastructure à large bande notamment, parce que des études, même au niveau de la Banque mondiale, ont établi le lien qu'il y a entre le taux de pénétration du large bande et le taux de croissance du PIB. Il faut qu'on ait un langage accessible pour tous les jeunes. Justement, lorsqu'on parle d'économie numérique, on fait explicitement référence à quoi? Oui, l'économie numérique a deux volets essentiellement, mais ce qui a de commun dans les deux volets, je vais y revenir, c'est l'utilisation intensive des technologies de l'information et de la communication. Le premier volet, ce sont les professionnels, c'est-à-dire on peut y classer dans les entreprises, dans le cœur de métier, ce sont les télécommunications ou les communications électroniques. Et le deuxième volet, donc, ce sont tous les autres secteurs d'activité qui utilisent donc les outils des technologies de l'information et de la communication pour transformer la production, la distribution et même la consommation des biens. Vous pensez que le niveau est satisfaisant au Cameroun? On s'arrêtait juste sur Internet. Tout à l'heure, vous parlez de large bande. Qu'est-ce qui fait problème? Si le niveau était suffisant, la voie la plus autorisée elle-même n'aurait pas souligné ce retard, parce que je vous rappelle qu'au 31 décembre 2015, il en a parlé en soulignant le retard qu'il est important de rattraper au plus vite. Donc c'est dire qu'il y a lieu de faire davantage. Et dans cette perspective-là, en termes d'infrastructure, là, je pense, parce que quand vous posez la question de savoir est-ce que c'est satisfaisant, je dis la réponse, elle est non. Mais qu'est-ce qui est fait? Je dis aujourd'hui, par exemple, parce que quand on parle de transmission à haut débit, aujourd'hui, le support le plus approprié, c'est la fibre optique.
À la date d'aujourd'hui, par exemple, nous sommes à peu près à 6000 km de linéaire de fibre optique sur toute l'étendue du territoire. Et puis les engagements, les financements qui sont d'ailleurs bouclés jusque-là permettront par exemple de passer Pour quelle demande dès la fin de 2017 à peu près 10 000 km. Pour quelle demande? Je voudrais comme vous le demandez, pouvoir expliquer. Vous voyez, si vous construisez, par exemple, si vous construisez l'autoroute sans sortie, vous n'aurez pas de véhicule pour circuler sur l'autoroute. C'est-à-dire que chaque maillon de la chaîne, c'est-à-dire le large band de pause, c'est pour accéder à un contenu. Si vous prenez par exemple, si vous partez de, nous sommes là, voilà, vous partez du boulevard de la République peut-être jusqu'au rond-point d'Edo. Et puis, bon, si au niveau du rond-point d'Edo, les pistes, on a des pistes pour continuer, vous voyez que ça ne va pas aller. Donc, les efforts sont faits aujourd'hui, notamment au niveau de Camtel, pour compléter le maillon manquant, c'est-à-dire, à terme, il est important que la fibre arrive jusqu'au domicile, jusqu'aux entreprises, jusqu'au bureau, et afin que chacun en tire le meilleur parti. Mais ce qu'il convient de dire aussi, parce que vous faites bien de le souligner, c'est pour accéder à quoi? En même temps, il y a un encouragement à la production des contenus locaux, notamment avec la mise en place des points d'échange Internet. Pour schématiser ou pour faire court, je voudrais dire que si vous et moi, nous avons des comptes, par exemple, de courrier électronique, bon, beaucoup d'entre nous utilisent Yahoo Mail, Gmail et ainsi de suite, sans se poser de questions, qu'est-ce qui se passe derrière. Nous sommes voisins comme nous le sommes là. Et puis, quand je vous envoie un courrier électronique, imaginez tout le circuit que ça prend en ce moment. C'est-à-dire, vous partez de Douala, vous arrivez à Washington, après New York, après, bon, c'est à ce moment-là que vous, avant de retourner chez vous. Il est en train d'être mis en place un projet qui est déjà en cours d'exécution, des points d'échange Internet qui permettront, par exemple, que les contenus locaux restent en local. Et dans cette perspective-là, donc, vous voyez des initiatives, par exemple, de création de systèmes de messagerie en local, c'est-à-dire en .cm, c'est-à-dire le domaine géographique virtuel du Cameroun. Et ça permettra effectivement que nous, même en termes de coût d'accès à l'Internet, que cela soit réduit. C'est-à-dire la demande est là pour les citoyens, pour les entreprises, et donc tout cela devra à terme permettre que chacun accède à, enfin, satisfaire ses besoins de communication sans grande difficulté. Alors, Charles Fongan, le chemin ainsi tracé semble très long. Le chef de l'État, on l'a dit, hein, ce n'est pas la première fois qu'il a parlé de cette économie numérique, ce n'est pas la première fois dont on parle de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Mais comment est-il possible aujourd'hui, en 2016, d'expliquer ce retard qui semblait très criard pour la jeunesse camerounaise, surtout dans ces applications, dans ces nouvelles technologies de l'information et de la communication? J'ai envie de dire ici que, à la suite des explications de M. Kamga, on comprend très bien qu'il y a eu tromperie. C'est-à-dire qu'on a donné l'impression aux jeunes qui peuvent s'engager aujourd'hui dans l'économie numérique. Mais en temps les préalables qui doivent être mis en place, on se rend compte qu'il faudra attendre encore 2, 3, 4 ans. Non. Mais c'est ce que nous disons. Nous disons très bien que non. Que cela n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des préalables à l'économie numérique. Il faut les étendre au Cameroun, il n'y a aucune loi. Parce qu'il faut sécuriser. Il faut pouvoir identifier les acteurs, ceux qui offrent. Il faut identifier les offreurs. Il faut conforter la liberté de la communication publique. Aujourd'hui, on ne sait pas en ce qui concerne Internet. C'est pas encore. Il faut sécuriser les échanges. Quand les gens vont s'engager aujourd'hui, il faut amplifier les moyens de lutte contre la cybercriminalité. Rien n'a été mis en place pour qu'on puisse se lancer véritablement dans une économie dite numérique. Quand on dit l'économie dite numérique, c'est-à-dire qu'on s'engage véritablement dans des activités qui vont utiliser le numérique. Ce n'est pas les échanges qu'on a aujourd'hui où je peux envoyer un Facebook. Je dis très bien, vous avez suffisamment expliqué, mais on se rend compte qu'il y a des choses à faire, il y a des préalables avant qu'on puisse engager véritablement l'économie numérique. Moi, je comprends que dans 3, 4, 5 ans, que nous en avons les moyens, qu'il y a un dispositif qui est en place, notamment la fibre optique, qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites, mais qu'il faudra encore attendre. Car si c'est aujourd'hui, cela n'est pas possible. Donc que les jeunes ne doivent pas se leurrer, qu'on leur donne l'impression que aujourd'hui, ou avant la fin de cette année ou l'année prochaine, vous pourrez véritablement vous engager dans l'économie numérique. Mais pourquoi ça traîne? Vous avez posé la question maintenant.
Pourquoi est-ce qu'on en soit encore, encore si en retard? En fait, c'est la volonté politique. C'est-à-dire quand on fait des annonces, après, il n'y a véritablement pas de suivi. Ce n'est pas la première fois que le chef d'État annonce tous les développements qui sont faits dans ce domaine-là, mais on se rend compte que rien ne suit véritablement. On parle de fibre optique, mais on ne comprend pas pourquoi est-ce que quelquefois on vous dit que vous avez la fibre optique et que vous ne pouvez pas avoir accès. On vous dit qu'il faut qu'aujourd'hui le signal puisse être transporté jusque dans les entreprises. Pourquoi cela n'est pas fait? C'est ça qu'on attend, qu'on nous dise voici ce qu'il faut pour le réaliser. Voici les difficultés qu'on a à le réaliser. Ce n'est pas encore cela. Ce n'est pas à moi d'apporter la solution. Ce n'est pas à moi de faire des propositions ou de comprendre pourquoi. Je constate simplement que ceux qui doivent faire ce travail-là ne le font pas. Et c'est lui qui a la responsabilité de sanctionner, de veiller à ce que cela soit fait, ne fait pas son travail. Très bien. Alors, on passe juste 30 secondes à la parole à Ndongo Minsoko pour une réaction là-dessus. Merci Sandrine. Il y a un principe qu'on appelle le principe de la falsiabilité. Ça veut dire, quel que soit ce que vous proposez, il y en a toujours qui vont s'y opposer, critiquer, comme M. Fongan ou M. Franck ici. Mais ça, c'est revenant au plan triennal spécial, toujours dans le même sens. On ne reviendra pas là-dessus. Il faut bien que l'on parle de l'économie. Non, je voudrais justement parler du numérique oui. Dans ce plan. Il est prévu l'insertion et la formation d'environ 15 000 jeunes. Je suis concret. Ça veut dire le call-boxer, au lieu de se déployer simplement dans le champ des appels et des transferts de crédit, il pourrait aller jusqu'à proposer des logiciels. Il pourrait proposer des applications et même des réparations des appareils. Vous avez un problème avec votre appareil. On reviendra certainement à la question de départ avec quel type d'infrastructure. Je voudrais le dire, on ne peut pas dire que rien n'est fait. Quand vous entendez parler du processus de marché public en ligne, ça ce sont des choses, des initiatives concrètes qui sont en place. Et quand je parle d'infrastructure, je dis oui, c'est un préalable, mais je suis juste en train de souligner que ce n'est pas suffisant, que ce n'est pas encore suffisant pour que chacun y aille. Mais c'est qu'il y a des actes qui sont déjà posés. Et en termes de cybersécurité, vous faites bien de le souligner, je voudrais dire ici que le Cameroun, en la matière, n'a pas à rougir. Aujourd'hui, le Cameroun est 15e pays mondial en matière de cybersécurité, 4e en Afrique. Je pense qu'il y a des clichés dont certains ne veulent pas. Et donc on n'a pas ça, mais lorsqu'on parle de cybercriminalité au Cameroun, il faut le lorsqu'on parle de ces fonds, de ces personnes qui sont escrotées via Internet. La cybersécurité, c'est une préoccupation permanente. Monsieur Fongan parle de la loi. Il y a une loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité qui a été promulguée en 2010. Et je dis, quand vous prenez les statistiques des affaires qui sont passées devant les cours par rapport à ça, il y a des gens qui sont condamnés sur la base de ces textes-là. Donc, et je dis, j'insiste sur ce plan-là parce que, bon, nous sommes 15e mondial, je parle là du classement 2015 sorti par l'Union internationale des télécommunications, qui est l'organisme spécialisé des Nations Unies en matière de télécommunications. Et je dis bien 4e en Afrique, c'est dire que sur ce plan-là, tout au moins, les Camerounais n'ont pas à craindre de s'arrimer effectivement à ce grand projet d'économie numérique. Et je voudrais d'ailleurs dire que, parce que interpellé par un certain nombre de jeunes justement qui se plaignent de ne pas être suffisamment accompagnés quand ils ont des idées d'applications ou de services spécifiques dans les communications électroniques. Le ministre va organiser, si ce n'est la semaine prochaine, ce sera la semaine d'après, une plateforme d'échange avec les jeunes, et pour montrer que quelque chose est effectivement bien fait dans ce domaine-là, les jeunes vont être regroupés au niveau des régions. Et le ministre va être à Yaoundé au moins justement des outils de technologie de l'information et de la communication. Elle va échanger avec ces jeunes sur les pistes à explorer pour leur accompagnement. Et ce sont des choses, à mon avis, je dis, la machine, peut-être que elle n'était pas suffisamment lancée, mais vous comprenez que ça va bouger de plus en plus. Très bien, Franck, ici, pour sortir. Oui, en fait, je suis désolé d'intervenir à la fin, malheureusement, parce que
Je reste sur ma fin. Je me félicite de tous les efforts parce que je reste convaincu qu'il y a des Camerounais qui s'efforcent de travailler pendant que, même si le cadre, le système ne fait pas en sorte qu'on aille plus vite. Et seulement, il y a des préalables. Le premier préalable sur lequel on est un peu dubitatif et sur lequel on voudrait des résultats un peu plus rapides, c'est l'électricité. Mais pour qu'on puisse utiliser l'économie numérique, il faut l'électricité. Écoutez, là, sur ce plan, franchement, même si tous les projets en cours sont mis en œuvre, on sait qu'il y aura toujours le déficit. Et ce n'est pas normal dans un pays où tous les départements ont le nom d'un fleuve. Ça veut dire qu'on n'a pas de problème d'eau, on n'a pas de problème, si vous voulez, de matières premières pour transformer en énergie. Le deuxième élément, c'est la vision. Moi, je vois des petits pays 3 fois plus pauvres que nous, le Rwanda, où clairement, ils ont décidé d'être un hub en matière infrastructurelle et en matière technologique. Et ça se décline maintenant sur plusieurs plans. C'est-à-dire qu'on voit en quoi il y a une transformation du système éducatif par rapport aux technologies de l'information et de la communication. Ils ont par exemple un projet, un élève, un étudiant, une tablette. D'ici 2017, ils sont en voie de réaliser ce projet à 100%. Il leur a fallu 3 ans. Voilà des mesures concrètes. Vous allez à côté au Kenya où on vous dit non. Il y a toute une économie là, c'est-à-dire le financement transfert qui s'est développé grâce justement à l'utilisation des nouvelles technologies. C'est concret. Et où on voit même que pour encourager à l'utilisation d'Internet, les mairies des communautés mettent Internet accessible au public comme ça. C'est-à-dire qu'il y a un Wi-Fi gratuit, même si la connexion n'est pas de même niveau que ce qui est proposé par les opérateurs et qui est payant. Alors que quand on regarde nos universités, je suis désolé, on ne peut pas dire qu'on veut l'économie numérique ici à Douala, mais avoir accès au Wi-Fi de l'université, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas accessible. Mais comment vous voulez que les gens y arrivent alors qu'on a encore des basiques qui ne sont pas respectées? Maintenant, ailleurs, on voit aujourd'hui comment on développe des start-up, comment on crée des incubateurs, comment l'État crée des fonds spéciaux pour accompagner justement tous ceux qui décident d'avoir des idées innovantes. Au Cameroun, actuellement, c'est des coups de cœur. Monsieur Arthur Zang, il faut que Rolex le reconnaisse au niveau de l'Europe, qu'on le reconnaisse dans tout le monde entier pour que le président vienne lui donner un coup de cœur, don spécial du chef de l'État, 25 millions. Mais il y a plein de Arthur Zang. Ils sont nombreux. Créons les structures, créons l'infrastructure critique avec une vision pour se dire, écoutez, les problèmes de santé que nous avons là, l'économie numérique nous offre une opportunité de la résoudre. Et notre objectif en tant que pays, c'est ça. Le domaine de ceci, le domaine de cela. Donc, on a besoin de mesures un peu plus grandes, de plus grandes envergures, mais qui ne seront pas mises en œuvre si le basique n'est pas respecté. Oui, c'est-à-dire l'électricité et l'économie de base. Permission, Sandrine, parce que monsieur ici parle de l'énergie. Bon, je pense que nous sommes tous au courant de nombreux projets qui sont en cours et qui ont pratiquement abouti dans ce sens-là. Elles sont bonnes. Ah bon? On n'est pas dans le même pays. En termes d'accès, parce que je parlais de financement pratiquement bouclé tout à l'heure, il y a par exemple un financement de la Banque africaine de développement qui va permettre justement d'aller dans le sens de l'accès pratiquement gratuit à l'Internet dans les universités. Je suis d'accord, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'il faut communiquer davantage sur ces aspects-là afin que les Camerounais soient informés sur ce qui se passe. Et au mine postale, notamment, il y a une plateforme qui va être mise en place dans les tout prochains jours, vous l'avez dit. Une concertation et si on commençait par une tablette, un élève sur les 3 prochaines années dans les propositions, par exemple, que vous avez qui pourraient permettre justement de booster vont être recueillies au cours de cette session de concertation pour capitaliser afin de prendre la bonne direction que vous souhaitez. Très bien. Alors, très cher monsieur, s'il faut reparler de tous ces aspects, du discours du chef de l'État, on passera certainement toute la journée, mais je vous propose quand même de dire juste un mot sur une autre actualité brûlante de la scène politique nationale. C'est bien sûr ce qui est d'ores et déjà annoncé par la presse, c'est peut-être par certains partis politiques, peut-être le signal vient du RDPC qui parle de plus en plus d'élections anticipées. Alors, Charles Fogan, la météo a comme foncé en clou cette semaine avec Aurore Plus, affirmant que dans les tout prochains jours, au mois de mars, précisément, à la prochaine session ordinaire à l'Assemblée nationale, on va dire au Parlement, de façon générale, on peut s'attendre, on devrait s'attendre à un projet portant sur la modification de la Constitution. Est-ce que la presse ne va pas trop vite en besogne? Rien n'est justifié aujourd'hui une modification de la Constitution, absolument rien.
si ce n'est la volonté manifeste des profiteurs du régime, ceux qui ont totalement pris le chef en otage et qui souhaitent qu'il puisse s'éterniser au pouvoir afin de continuer à bénéficier des retombées de sa présence au pouvoir. Que l'initiative vienne du Parlement, oui, la Constitution leur en donne le droit, mais nous disons que rien, absolument rien ne justifie qu'un tel projet de loi arrive même sur la table des députés ou encore arrive au Sénat. Donc, les Camerounais doivent prendre leurs responsabilités et dire non à cette forfaiture-là. Moi, je pose la position des partis politiques et des acteurs civils qui disent qu'aujourd'hui, tout dépend des Camerounais. Les Camerounais doivent refuser cela. Rien ne justifie qu'on puisse modifier la Constitution. Je crois que les urgences, ce n'est pas ça. Les urgences, le Cameroun au front contre Boko Haram. Aujourd'hui, on doit fédérer nos énergies pour défendre notre territoire. Le Cameroun est en proie à plusieurs difficultés sur le plan économique. C'est cela qui nous interpelle aujourd'hui. Ce n'est pas la modification de la Constitution. Vous pensez que ceux qui le disent ne le savent pas? On n'a forcément pas besoin d'urgence d'une modification de la Constitution. Oui, nous disons donc ceux qui le disent, c'est une minorité de Camerounais qui corrompent des Camerounais, de jeunes Camerounais en mal de positionnement ou encore qui ont envie de quelques CFA pour vivre, pour les accompagner dans cette action-là. Ce n'est pas de la volonté de tous les Camerounais, c'est une minorité, voyez-vous. C'est des gens qui se déplacent, partent des centres urbains, notamment de Yaoundé, vont corrompre quelques jeunes dans le village, inscrivent leur nom dans des registres, lancent des appels à tort et à travers. C'est ceux-là que vous présentez comme étant la volonté d'une partie des Camerounais de pouvoir modifier la Constitution. Maintenant, est-ce que le chef de l'État a sa responsabilité dans ces affaires-là? Nous disons oui. C'est pour cette raison que moi-même, j'appelle le chef de l'État à dire non. A dit qu'il n'est pas prêt à céder à ces appels-là. Et d'ailleurs, la plupart des Camerounais attendent même que le chef de l'État puisse oser en disant plutôt qu'il ne se représenterait pas en 2018. Car le simple fait de croire que le chef de l'État est candidat, le simple fait de faire croire aux Camerounais qu'on pourrait modifier la Constitution amène beaucoup de Camerounais à se décourager davantage, à les amène à refuser là encore s'inscrire. Les gars se disent les dés sont pipés, si je vais m'inscrire, ça ne changera absolument rien. Donc pour le moment, rien ne justifie une modification de la Constitution et les Camerounais doivent se mobiliser pour dire non à cette forfaiture, cette énième forfaiture qui se prépare. Alors, Ndongo Missoko, vous suivez certainement l'actualité politique de l'heure et vous vous dites qu'il faut vraiment y arriver? Merci Sandrine, je préfère paraphraser doublement le chef de l'État. La prochaine élection est certaine, mais lointaine. Et nous savons que c'est en 2018. Ensuite, il a dit qu'il ne commente pas les commentaires. Pour le moment, nous sommes dans les spéculations, nous sommes dans les commentaires. Il est vrai, c'est dans le droit des militants du RDPC de solliciter leurs candidats statutaires pour la prochaine, je préfère dire la prochaine élection présidentielle. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Et c'est leur droit le plus absolu. Aucune loi ne le défend, étant donné que la Constitution prévoit que le chef de l'État puisse être candidat à la prochaine élection présidentielle. Alors, vous voulez dire, Albert Kamga, qu'il n'y a pas de signaux? On a parlé de la Léquier qui parle de 2016, on a eu au Nord-Ouest où on revient pratiquement, on va dire, on pense déjà à des élections décalées qui ne seront pas en 2018. Les gens évoquent même les projets comme la CAN féminine, la CAN de football masculin et autres pour justifier tous ces appels-là à une élection présidentielle anticipée. Qui est donc finalement à la manœuvre? Madame, écoutez, je ne suis pas un apprenti sorcier. Je voudrais dire tout simplement que nous avons depuis 1990 des lois qui encadrent les libertés personnelles et d'association. Et je pense que ceux qui voudraient que les choses aillent dans ce sens, dans le sens que vous soulignez, ils sont dans leur bon droit de le faire. Bon, maintenant, ce que nous avons relevé aussi, c'est que le président de la République n'a rien dit sur le sujet, notamment à l'occasion de son message aux jeunes. Et puis, bon, je pense que ce soit notre constitution, notre code électoral, le mécanisme, notamment pour arriver à faire que cela soit possible, parce qu'il faut le dire, la Constitution actuellement ne le permet pas.
Et quand on lit l'article 63, notamment de cette constitution-là, il est dit que l'initiative de la modification de la constitution incombe au Parlement et au président de la République. Moi, je ne lis pas dans les boules de cristal pour savoir qu'est-ce qui... Mais il y a aussi l'article 64. Oui. Il y a l'article 64 qui dit très bien que cela ne doit pas nuire aux principes démocratiques qui régissent la République. Oui, absolument. C'est-à-dire que par rapport à ça, je dis, ceux qui demandent sont dans leur droit, ceux qui refusent sont également, enfin, ceux qui ont un avis contraire sont également dans leur droit. Bon, maintenant, ce que je constate en même temps, c'est que les différents textes permettent à celui qu'on appelle de se présenter une nouvelle fois en 2018, ou s'il faut que ça se passe avant, que les mécanismes... Il y a quand même une brèche qui est ouverte, le Parlement peut être saisi. Oui, je dis, l'initiative incombe au président de la République et au Parlement, au terme de l'article 63 de la Constitution. C'est dire que, bon, et pour le Parlement, c'est un tiers des membres de chacune des chambres. Donc, s'il voulait bien aller dans ce sens-là, voilà ce que notre loi fondamentale prévoit. Maintenant, pour le reste, bon, je pense que ce sont des commentaires. Parce que je dis, le président de la République qui a appelé n'a pas encore répondu tout au moins à cela, mais comme l'a dit M. Ndongo, ses derniers propos sur le sujet, il disait que c'est lointain mais certain. C'est dire que peut-être ça peut aller dans un sens comme dans l'autre, mais je dis, moi je n'ai pas le pouvoir de lire dans les boules de cristal, je m'en tiens. Vous avez dit que vous n'êtes pas un apprenti sorcier, ça je l'ai retenu, très bien. Alors, il y a quand même des signaux, Franck, ici. Ces dernières semaines, il y a comme un vent qui souffle, peut-être un vent contraire. On l'a vu au Tchad, avec Idriss Déby, qui pense également à une modification de la Constitution. En Algérie également, avec Abdelaziz Bouteflika. Est-ce que le Cameroun pourrait se ranger également dans ce qui se passe dans l'univers politique africain en ce moment? Et ce sont tous des présidents qui avaient modifié la Constitution en ce temps-là pour briguer un autre mandat, pour penser à la présidence à vie, qui avait levé pour certains le verrou de la limitation des mandats, qui l'ont fait sauter et qui reviennent quelques années après. Quelle est la lecture que vous en faites? Le Cameroun pourrait-il s'inscrire dans cette marge-là? Bon, le seul point commun que j'observe entre, si vous voulez, le leadership politique camerounais et ceux des pays cités, c'est cette volonté constante de manipuler la Constitution dans un sens qui correspond toujours à la préservation, à la confiscation de leur pouvoir. Mais dans le cas d'espèce aujourd'hui, il ne s'agit pas exactement du même contenu. Si on s'en tient aux motions de soutien, à ces appels qui sont faits par les militants du RDPC, au Cameroun, on appelle non pas une modification de la Constitution pour revenir à un mandat de 5 ans, qui ne serait plus illimité, mais on appelle à ce que, avant le terme du mandat actuel, le président puisse être réélu. Bon, en soi, ce n'est pas problématique que des gens se livrent à toutes sortes d'appels de leurs leaders, mais à partir du moment où, dans ces appels, ils associent sans leur volonté, et ce faisant, en réalisant une escroquerie politique, l'ensemble d'une communauté, territorial, c'est un problème. Quand on dit appel de la Liki, mais on fait comme si à la Liki, il n'y a que des militants du RDPC. C'est faux. C'est pourquoi, si nous, en tant que militants du CPP ou d'autres partis, nous ne sommes pas fondés à entrer dans le débat. Des jeunes du Fundi devant le secrétaire général voilà, de la présidence de la République. C'est une imposture, c'est une escroquerie. Je serais d'accord que l'appel des jeunes militants RDPC du Fundi se fasse, mais si c'est l'appel du Fundi, c'est une escroquerie. Et on ne peut pas se permettre de ne pas le dénoncer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que le débat n'est pas que juridique. Je pense que c'est vrai, la Constitution actuelle ne permet pas en l'état de faire une modification et des élections anticipées, mais parce que ce qui est en jeu, ce qui se discute, ce qui nous est proposé en tant que citoyens, c'est quand même des perspectives sur notre avenir. Le débat devrait être aussi méta-juridique, c'est-à-dire qu'au-delà de la loi. Et ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'avenir qu'on nous propose? Qu'est-ce que ces appels sous-entendent? Il me semble qu'ils sont en droit de penser que le seul capable de gérer le pays, selon eux, c'est soit M. Biya, qui a fêté ses 83 ans, mais
Il nous semble aussi que C'était on hier, ne peut le pas, 13 février. on ne peut pas être dans une posture et écouter sans réagir des personnes qui nous disent qu'en réalité, en dehors de ce monsieur, le pays ne peut pas être mieux géré. En dehors de ce monsieur, les choses ne peuvent pas avancer. Ou bien, si ce monsieur venait à partir, parce qu'il ne faut pas l'exclure, si des plus jeunes meurent, combien de fois quelqu'un qui a son âge, le pays n'avancerait plus. Je pense que ce sont des appels hypocrites. Ils ne trompent personne. Le seul fait qui, moi, m'interpelle, c'est l'absence de réaction forte, peut-être, de la majorité des Camerounais qui, eux, ne sont pas d'accord avec ça. Je pense qu'aujourd'hui, on doit résister. C'est-à-dire qu'on doit résister à ce sursaut d'imposture, on doit résister à cette corruption pour se lever et prendre en main nos destins. Parce que ce qui est en jeu, c'est la compromission de l'avenir. Parce qu'il faut interroger... C'est pour emprunter quand même à une autre expression utilisée par le chef de l'État, c'était le 31 décembre 2015, lorsqu'il parlait de résilience. Et s'il vous parlait de résilience dans la vie politique, est-ce que vous pensez que les Camerounais aussi promptement se lèveraient pour dire non à une élection présidentielle anticipée? En tout cas, tel que moi je comprends le mot résilience, c'est la capacité à continuer à avancer malgré les difficultés. Oui. C'est la capacité à se relever malgré les chocs de la vie. Donc, si je comprends ça ainsi, je crois que c'est plus mon propos qui est en phase que ces appels, parce que je ne vois pas comment vous mettez en relation. Moi, je dis aux Camerounais, vous vous battez déjà au quotidien pour survivre. C'est-à-dire qu'au quotidien, votre vie, c'est un véritable parcours du combattant. Parce que malheureusement, ce n'est pas les jeunes qui ont un problème, mais c'est le cadre qui est censé accompagner les jeunes. Donc, il se trouve qu'on ne pouvait pas faire tous ces efforts-là et laisser maintenant que, c'est-à-dire, les instances qui décident de votre avenir continuent d'être prises en otage par des gens qui, manifestement, du fait de leur mauvaise gouvernance, n'ont aucun intérêt à ce que les choses changent. Posez-vous les questions, à qui profitent ces appels? De façon concrète. Est-ce que quand on regarde nos richesses, est-ce que quand on regarde nos aspirations, est-ce qu'on peut se permettre d'être aussi une autre génération sacrifiée? C'est la seule question qui se pose. À partir de ce moment, il faut revenir, je ne demande pas de se politiser, mais d'exercer notre citoyenneté. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est que non, notre avenir est en train d'être compromis par des vieillards, par des personnes qui sont des voleurs. C'est avéré, c'est pas moi qui le dis, c'est les rapports gouvernementaux, c'est le nombre de ministres en prison, et qui n'ont aucun autre intérêt que de voir ce monsieur-là, parce qu'il est le cache-sexe. C'est-à-dire que tant que ce monsieur est là, ils vont continuer à piller. Et s'ils le font, c'est parce qu'entre eux, ils ne sont pas encore accordés ce qui va le remplacer. Donc, c'est une fuite en avant. Ils repoussent à plus tard le moment où ils vont arranger la succession. C'est ça la réalité. Et ce combat aujourd'hui ne concerne pas que des partis politiques. C'est un combat qui concerne tous les citoyens. Oui, présentez-nous qui vous voulez, mais ne violez pas notre loi fondamentale. Ne violez pas notre processus électoral. Respectez-nous. Prononcez-vous, mobilisez-vous sur les problèmes urgents. On parlait de Madame Gonkana qui est morte dans les hôpitaux. Il y a beaucoup d'autres jeunes qui meurent. On ne voit pas ces gens se mobiliser pour qu'on ait des hôpitaux qui marchent, une école qui fonctionne. Donc il faut que on dise ça suffit. Et il faut que, en tant que citoyen, on utilise toutes les voies qui sont à notre disposition pour dire stop à cette hold-up. Très rapidement, Charles Frogan, juste en 30 minutes, jusqu'en 30 secondes. Oui, moi je l'ai dit, tout dépend des Camerounais que nous sommes. Nous devons tous nous mobiliser pour dire non à cette énième forfaiture. Pour nous, il n'est pas question de modifier la Constitution. Il n'est même pas question que le président qui est là depuis 34 ans soit encore candidat en 2018. Alors, c'est bien compris, donc, Missoko, on est d'accord là-dessus. Vous qui dites que les élections sont lointaines mais certaines, pensez qu'il faut bien que l'on reste là et qu'on attende sagement 2018. Il vaut mieux qu'on attende, mais je l'ai dit, aucune loi ne défend que le président Biya soit candidat en 2018, mais encore faudra-t-il qu'il se prononce lui-même sur la question. Très bien. Merci à vous, Albert Kamgar. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je rappelle que vous êtes inspecteur de votre ministère des Postes et Télécommunications. Chargé des questions techniques plus précises. On vous a bien écouté, très technicien cet après-midi. Merci également à vous, Ndongo Minsoko, du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. C'est moi qui vous remercie pour votre plateau chaleureux et convivial. Très bien. Merci à vous, messieurs, d'avoir accepté cette invitation. Nous vous disons également merci à vous, Franck Essi.
C'est nous qui vous remercions. C'est toujours un honneur d'être invité à votre prestigieuse émission. Merci. Et merci également à vous, Charles. Charles Fogan. Oui, on dit aujourd'hui, c'est le 14 février. moi j'en profite. Je vais profiter pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon neveu Issa Abdelaziz. Mais vous n'avez pas souhaité joyeux anniversaire au président, c'était hier. Et moi aussi, je fêtais mon anniversaire hier. Merci donc à vous, très chers messieurs. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci également à vous, madame, messieurs, d'avoir été au rendez-vous de droit de réponse ce dimanche encore. On se retrouve dimanche prochain, d'autres thématiques à aborder dans le cadre de cette émission. Merci de rester sur Equinox Télévision. À très bientôt, c'est plaisir. Au revoir.